Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukeraland fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukeraland, c'est également des hébergements 4 étoiles. Guadeloupe, actualité. Et ce matin, une mobilisation devant le rectorat. Les étudiants de l'UFR STAPS ont manifesté pour faire entendre leurs revendications. Manque de moyens, conditions d'études jugées insuffisantes, besoin de reconnaissance de leur filière. Une mobilisation qui s'inscrit dans un contexte national de tension de l'enseignement supérieur. Maxime Morel. On a alerté il y a une quinzaine de jours le rectorat et la presse ainsi que les élus sur une formation qui vient d'être remise en place, qui vient d'être mis en place au niveau licence. Le concours du CAPEPS, donc qui est le concours pour devenir professeur de PS, a été positionné au niveau licence avec peu de moyens dans un contexte budgétaire d'austérité. Et donc il a été décidé en Guadeloupe de n'ouvrir le master, c'est-à-dire la continuité à la suite de ce concours que s'il y avait des lauréats. Ce qu'on demande, c'est des explications sur la fermeture d'un master dans lequel on en a besoin, parce que c'est un master qui se ferme sur le national, c'est le seul master pour nous les Outre-mer, en tout cas pour les étudiants d'Outre-mer, dans lequel on a accès. Donc on veut des explications pourquoi ce master se ferme. C'est ce que je veux faire, je vais devenir prof de PS et aujourd'hui mon avenir est remis en doute. Du coup je ne sais pas pourquoi, si c'est de ma faute, parce que je ne serai peut-être pas lauréat, si c'est de la faute budgétaire, financière, si juste, je sais pas. Moi qui viens de Guyane, c'est le seul master, déjà j'ai commencé, il n'y avait pas de licence de STAPS en Guyane, maintenant ça a pu s'ouvrir, mais moi quand j'ai commencé, mon avenir c'était faire tout en Guadeloupe et puis s'il le faut après le concours je partirai en France et non partir en France juste après ma licence alors que je suis déjà installée, tout est organisé pour que je puisse finir mon bac plus 5 en Guadeloupe. Ils ne savent pas du tout s'ils vont pouvoir poursuivre les études à la fin de cette année après les résultats du concours. S'il n'y a pas de lauréat issu de la Guadeloupe, le master n'ouvre pas et donc ils sont obligés de faire des demandes sur des masters en métropole qui subissent un peu les mêmes règles, c'est-à-dire que certains ne vont pas ouvrir, certains n'ouvriront que s'il y a des lauréats, certains n'ouvriront que aux lauréats du concours. Donc ils sont vraiment dans le flou, effectivement. On a aujourd'hui une incertitude sur le devenir des 26 étudiants qui sont en licence et qui, donc l'année prochaine, ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer leurs études en Guadeloupe, avec une incertitude plus importante, puisqu'en plus, on apprend que dans les autres académies, les masters ne seront pas ouverts aux non-lauréats. Donc ils se trouveront doublement sur la touche pour continuer leurs études. Et en mer maintenant, des moyens mobilisés pour sauver des vies. La SNSM accueille une nouvelle vedette de sauvetage, un équipement moderne, plus performant, destiné à améliorer les interventions en mer dans un territoire exposé aux risques nautiques. Ce renforcement des moyens de secours est stratégique. Regardons le reportage signé Maxime Morel. Enfin, la station de Pointe-à-Pitre a un bateau moderne et adapté au sauvetage. Pourquoi enfin? Parce que nous l'attendons depuis de nombreuses années, ce bateau. Il est arrivé et je crois que maintenant, le sauvetage en mer en Guadeloupe fait un pas de géant aujourd'hui. Nous sommes ravis. Nous avions une ancienne vedette qui n'était plus sécurisante ni pour ceux à qui nous étions censés porter secours, ni aussi, le rappeler, pour l'équipage. L'équipage composé uniquement de bénévoles. C'était une priorité parce que voilà maintenant 5 ans que nous attendons ce nouveau bateau. L'ancien bateau était à bout de souffle, en fin de vie, et il fallait avoir un bateau moderne. C'était une nécessité, un remplacement de l'ancienne vedette qui a vécu de sa belle vie et qui a fait son œuvre. Et dorénavant, avec une vedette moderne, avec des équipements à la pointe de la technologie, on est beaucoup plus pertinent avec du secours en haute mer et le long de nos côtes, et en complémentarité avec le semi-rigide qui était déjà présent. Donc depuis 1 an, quasiment jour pour jour, on a
une flottille qui correspond aux besoins de défense d'un territoire maritime qui est extrêmement grand. Je n'ai pas envie de souhaiter qu'il y ait des interventions, mais il faut que la population maritime sache que nous sommes prêts à venir les secourir s'il y a danger au large aussi avec la gabarit. Et cap maintenant sur le développement économique et maritime. La CMA-CGM modernise également ses liaisons maritimes et augmente ses rotations entre Dunkerque et les Antilles-Guyane. Nouveau positionnement du port maritime qui ambitionne de devenir un hub majeur pour les Antilles-Guyane ainsi que pour l'Amérique du Sud. Un enjeu stratégique pour la logistique, pour l'emploi et la compétitivité régionale. Charlie Dagonia était sur place. Il y a deux volets. PCRF XL, c'est avant tout un service entre la France hexagonale et les Antilles. Donc aujourd'hui, on change de dimension avec des bateaux de 6000 équivalents 20 pieds de capacité, donc quasiment un doublement de la taille des bateaux. Et l'objectif est d'offrir le meilleur service possible au départ du Havre notamment, avec un temps de parcours raccourci de 2 jours du Havre et de 4 jours de Dunkerque. Ça, c'est pour le volet spécifiquement antillais, avec une arrivée aux Antilles en début de semaine. Demande très forte de notre clientèle, notamment de la grande distribution. Le deuxième point, c'est le lancement du projet Hub Antilles. Donc, utiliser les 2 Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, et, dans le cadre de leur position stratégique à l'entrée de la Caraïbe, port d'entrée de la Caraïbe, que ce soit quand on vient d'Europe, Amérique latine, en face du canal de Panama pour connecter vers le Pacifique, c'est vraiment une position stratégique. Donc capitaliser sur cette position pour développer un maillage de réseau de petits navires qu'on appelle le feeder pour connecter un certain nombre de destinations d'Amérique centrale, de Caraïbes, la Guyane avec un service dédié entre les Antilles et la Guyane, l'AGEX, Antilles-Guyane Express, et dans un temps 2, le Brésil. Pour ce qui est de l'évolution, c'est ce que vous me demandiez. Nous sommes aujourd'hui un des ports français le mieux équipé avec nos nouveaux équipements, les IRTG, les portiques électriques qui roulent sur pneus. Et donc, avec une capacité d'accueil sur le terminal de Jarry qui est désormais de 400 000 EVP. Équivalent temps plein, c'est le nom des conteneurs. On a lancé un service en fin d'année 2025, début 2026. On a servi un des services de feeder, le Motago Express, qui relie le Guatemala et le Honduras à la Guadeloupe pour connecter les volumes qui viennent d'Europe vers ces destinations et aussi ramener les marchandises exportées par ces 2 pays vers l'Europe et la Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux navires, 7 nouveaux navires qui vont permettre de fluidifier la rotation. Et ces 7 nouveaux navires, ce sont des nouveaux navires de 6000 équivalents 20 pieds, une toute nouvelle série de navires qui vient occuper les installations portuaires de Jarry. C'est une infrastructure qui nous positionne vraiment dans le milieu de la Caraïbe avec un potentiel d'importation importante. Alors, concernant l'export, c'est un autre sujet, parce que le GIA n'a pas la vocation à exporter de la marchandise, mais plutôt à en importer. Et donc, ça nous ouvre des horizons en touchant l'Asie, en touchant l'Europe, en touchant l'Amérique du Sud. Et donc, c'est quand même, ce sont des investissements très importants qui ont été faits par le groupe CMA-CGM, qui nous positionnent donc dans la Caraïbe, dans le bassin Caraïbe, avec cette volonté d'un équilibre entre la Guadeloupe et la Martinique, ce qui est une excellente chose à mon avis. Et la santé maintenant avec un enjeu majeur de prévention avec la journée de formation pour les infirmières à la prise en charge des patients atteints de diabète, une initiative organisée par l'Association francophone des infirmiers dans un territoire où le diabète représente un enjeu majeur de santé publique. Renforcer les compétences des professionnels est essentiel, comme nous le raconte Loïs Laine dans ce reportage. Aujourd'hui, nous avons organisé avec la FID notre première journée de formation nommée JAFID Antilles-Guyane, qui avait pour but de former les collègues infirmiers. Pourquoi et comment devient-on diabétique ? Il y a plusieurs façons d'être diabétique. Soit on a une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie génétique qui provoque la destruction du pancréas, qui est l'organe qui gère la sécrétion d'insuline, qui est l'hormone du diabète. Et vous avez aussi l'obésité, qui favorise très nettement le diabète de type 2, qu'on appelle le diabète de type 2, qui est un diabète. Et bien sûr, aux Antilles, c'est le problème primordial, c'est le surpoids, voire l'obésité. C'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut s'attaquer à ce problème, et c'est là aussi qu'il faut intervenir en prévention. Car une fois qu'on a la maladie, on est malade. Mais si on peut agir sur l'obésité, qui signifie qu'on
qu'on a de fortes chances d'avoir un diabète, on peut prévenir la maladie et l'éviter. C'est en ce sens aussi que les infirmiers, qui sont des acteurs soignants de premier recours présents auprès des familles, peuvent tout doucement amener à changer les comportements alimentaires, les comportements sociaux, les comportements, je veux dire, culturels, qui amènent que l'Antillais aime bien manger et trop manger. Notre but, c'est, à travers nos actions qui ont commencé aujourd'hui avec la JAFID, c'est vraiment d'inciter aux collègues de se former, d'être informés pour pouvoir prendre en charge efficacement les patients sur les territoires. Avoir des interactions, des échanges, des formations de tous bords, donc autant médicaux que paramédicaux, pour que tout le monde soit sensibilisé et qu'on ait un seul discours pour le bien-être des patients diabétiques. C'est les taux les plus élevés. Par excès, d'abord la Guyane, ensuite c'est la Guadeloupe et la Martinique, à un taux équivalent. On a, pour vous dire des petits chiffres, 17%, jusqu'à 17%, alors qu'ailleurs on a 10 ou 11%. Donc on a un taux de prévalence plus important, nettement plus important ici, qui est dû justement à ces facteurs de surpoids et d'obésité, et aussi des facteurs socio-économiques, parce qu'on sait très bien aussi malheureusement que c'est dans les milieux défavorisés que l'on mange le plus mal. Plus vous allez manger guadeloupéen, plus vous allez pouvoir gérer votre diabète. Et donc aussi, pourquoi nos enfants sont violents aujourd'hui, en grande partie, ce serait lié à l'alimentation qui possède des aliments trop sucrés, trop salés et mal équilibrés. Et c'est ce qui provoque tous ces déséquilibres au niveau de la santé mentale de nos enfants. Donc, manger guadeloupéen, comme ça on va pouvoir gérer le diabète, on va pouvoir gérer la violence et surtout gérer la bonne santé des Guadeloupéens. Et pendant que certains se forment, d'autres dénoncent une situation préoccupante. Colère et incompréhension à Gourbert. Les employés de la crèche Bambigou se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent des salaires non versés et un silence des gestionnaires. Des salariés dans le désarroi, inquiets pour leur avenir et pour la continuité du service auprès des enfants. Olivier Félix fait le point pour Canal 10. Depuis le mois de septembre, on est dans une situation assez compliquée. Nous avons eu une fermeture administrative qui a été imposée par la PMI. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui face à une cessation de paiement. Les salaires du mois d'août et jusqu'au mois de décembre ont été payés en décembre. Et depuis le mois de janvier, nous n'avons plus du tout de salaire au sein de la crèche. Nous n'avons pas d'informations de la part de la direction et de la part des gestionnaires. Malgré nos appels, nos messages, nous n'avons pas de réponse ou très peu, donc la communication est quasiment inexistante. Nous avons entamé plusieurs démarches, nous avons envoyé un courrier au procureur. Nous avons contacté l'inspection du travail. Nous essayons de communiquer avec la CAF et la PMI et malheureusement, toutes les démarches sont vaines. La dernière fois qu'on a fait une grève, c'était une grève qui avait duré une fermeture. On avait fait 2 semaines et demie. Là, on arrive à 7 mois. On arrive à 7 mois de fermeture. C'est compliqué pour nous et on comprend bien aussi que c'est compliqué pour les familles. Parce qu'il faut savoir qu'entre Trois-Rivières et Basse-Terre, c'est la seule crèche qui existe. C'était la seule crèche puisqu'elle est fermée. Et nous, on est demandeurs pour travailler. On n'est pas réfractaire à ça, mais c'est vrai que nos appels ont été vains. On n'a pas été entendus. À la limite, on nous reproche cette fermeture alors qu'on a toujours été très volontaires pour être dedans. Et il faut bien comprendre que quand on nous a payé août, septembre, octobre, novembre, en décembre, c'est même pas on a été certes payé, mais on avait tellement de retard dans nos factures que ça a été absorbé. Et on se retrouve de nouveau en janvier dans la même situation qui crée énormément de stress, on n'a pas d'avenir en fin de compte. C'est un avenir professionnel qui est incertain. On vit au jour le jour. On ne sait pas si on va réouvrir. On a eu des collègues qui ont perdu leur maison, qui ont dû rendre des apparts. On a eu des collègues qui ont des difficultés à payer leur voiture. On a une collègue qui est à la limite à repartir en métropole alors qu'elle avait fait le choix de revenir ici. Et donc, vous voyez, c'est super compliqué. Donc, nous, tout ce qu'on demande, c'est que nos gestionnaires, qui nous parlent, qui nous fassent une réunion, si la crèche, ils n'en veulent plus, qu'ils la liquident, on nous paye, parce que c'est pareil, hein, nos fiches de paie, on ne les a pas depuis août. On n'a pas de fiches de paie depuis le mois d'août.
Donc voilà, nous, on a tapé à toutes les portes, on est vraiment démunis, on ne sait plus où donner de la tête. Et voilà, quoi, c'est une situation qui est quand même relativement difficile. Ce qui est navrant, c'est que c'est quand même un secteur qui est porteur. Et c'est quand même une crèche qui avait quand même, vous ne vous rendez pas compte, beaucoup de potentiel. 43 familles. Il y a 43 familles qu'on a laissées sur le carreau. Et c'est une crèche qui a du potentiel. Donc après, là, nous, on est complètement abasourdis. On est dans l'incompréhension, on est dans un désarroi parce qu'on n'est pas attendu de la part de nos gestionnaires. Et le côté humain, le côté professionnel, c'est là où est tout le problème. Et gageons qu'une réponse sera apportée à ces employés dans les meilleurs délais. En tout cas, nous suivrons ce dossier à Canal 10 pour vous. Face aux difficultés, certaines initiatives mises sur l'émancipation et l'association Femmes Capables a organisé une journée d'atelier pour déconstruire les clichés liés aux femmes. Conduite d'engins, plomberie, menuiserie, cosmétiques, fait maison, entre autres des espaces d'apprentissage pour encourager l'autonomie et la confiance en soi, comme nous le démontre ce reportage de Lucien Nebor. Alors ici, au Compagnon Bâtisseur, on peut donner des cours de soutien concernant le bricolage, et en particulier aujourd'hui la plomberie et l'électricité. Connaître un peu les rudiments électriques et pouvoir travailler sur l'électricité en toute sécurité. Et également en plomberie, savoir démonter un siphon ou changer un robinet. 95% de mon public, ce sont des femmes qui viennent pour être un peu autonomes par rapport à leur mari, ou voilà. Et donc, ce sont beaucoup les femmes qui viennent aux ateliers pour apprendre et pouvoir effectuer toutes seules. C'était super. J'ai appris quelque chose et ça me plaît. Je pense que je vais peut-être faire un peu de soudure. C'est intéressant. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois et j'ai découvert quelque chose de bien. Je connaissais un peu, il y a du monde que je connais qui fait ça, mais bon, j'ai jamais fait. Mais c'est bien. J'ai animé un atelier conduite d'engin. Donc, on n'a pas pu emmener un gros engin, donc on a emmené un petit, donc qu'on appelle une mini-pelle, un engin compact. Donc, c'est des formations qu'on a régulièrement chez nous, en certification CACES. Et le but de la manœuvre, c'était de faire découvrir la formation conduite d'engin CACES, mini-pelle, à un public féminin. Voilà, en fait, démystifier cette formation qui, entre guillemets, qui est dit masculin, mais parfaitement adapté aux femmes. On a des femmes qui font cette formation, qui réussissent très bien, qui ont une bonne dextérité. Aujourd'hui, je propose tout ce qui est atelier masque, gommage et un baume-lèvres à base de plantes locales. C'est pour montrer aux femmes que tout ce qui est à la maison, en fait, on peut composer un produit cosmétique. Donc là, vous avez tout ce qui est curcuma, café, du miel, de l'argile, de l'aloe, du macérat de goyave que j'ai fait avec la plante et de l'huile de tournesol. Voilà. Donc c'est des petits ateliers, comme une petite cuisine, elles font comme si elles sont à la maison, assez rapide. C'est que je suis une femme bricoleuse. J'aime beaucoup bricoler, j'aime beaucoup faire mes affaires moi-même. Donc j'ai voulu m'inscrire. Parce que en venant ici, je sais que quand je vais sortir d'ici, je pourrais faire moi-même et bien d'autres choses. Alors c'est plutôt prendre des mesures, même pas des mesures, mais percer un petit peu au bon endroit. Donc c'est plus ça qui m'a gêné. Mais sinon, couper le bois avec la machine, c'était super. Poncer, c'était agréable. Mais franchement, et en plus, on a un instructeur qui est très attentionné, il est à l'écoute et ça se passe bien. Moi, franchement, je suis ravie. Rien à dire. Il faudrait recommencer. Et un mot d'inclusion maintenant qui passe par le sport et la culture, notamment avec le concours Handi Danse Caraïbes qui prend un essor remarquable. Un concours de danse destiné aux personnes en situation de handicap. Au-delà de la performance artistique, l'estime de soi, l'autonomie et l'inclusion sont célébrées. C'est Solène Fèvre qui a chaussé les pas de danse pour nous, pour Canal 10. Regardez. Aujourd'hui, c'est la rencontre et le concours Handi Danse Caraïbes qui regroupe 211 danseurs exactement avec un record de participation, 30 chorégraphies. On n'a jamais eu ça encore, donc ça montre que cette pratique prend un essor fabuleux. Il y a vraiment un développement et d'un point de vue culturel, il y a cette reconnaissance sur la pratique Handi Danse pour mettre en valeur ces personnes en situation de handicap. Donc chaque danseur est récompensé par un diplôme, par des trophées, en fonction de la note qui est attribuée par le jury. C'est médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Tout le monde est récompensé à sa juste valeur.
Charlie, c'est une personne qui adore Ray Charles. Et donc, on a choisi Ray Charles et justement cette chorégraphie, justement pour relater l'histoire de le personnage dans la chanson. Mais ça relate une tristesse, une séparation. Je sais qu'on a décidé avec vous de passer à cette danse fédérale qui m'a plu et je veux encore recommencer s'il le faut. Charlie, c'est quelqu'un d'assez discret, donc ça nous a beaucoup touché qu'il ose faire cette danse avec moi et il a donné le meilleur de lui-même et franchement, merci beaucoup. Je suis émue parce que je me dis, oh mon Dieu, on oublie, en fait, le handicap devient invisible et pour moi, c'est une belle leçon de vie car de toutes les façons, ils nous montrent qu'ils sont aussi forts que nous par moments. En 1992, j'ai commencé à faire danser les sourds malentendants et il y avait tout à faire sur l'Hexagone. Donc c'est pour ça que j'ai développé beaucoup de formations et j'ai fait danser des milliers de personnes en situation de handicap. En tant que fondatrice de la pratique Candidance, c'est un honneur pour moi aujourd'hui parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais ça. Donc c'est fabuleux. Que du bonheur, quoi. On entend ces cris de joie, cette valorisation. C'est très important pour eux, c'est l'estime de soi, quoi. Et comme tout à chacun, en fait. Hein. L'année prochaine, comme c'est l'anniversaire de l'implantation des 10 ans de la pratique Candidance sur le territoire, nous comptons bien sûr avoir plus d'une quarantaine de chorégraphies. Dites-vous que plus les personnes sont formées aussi à la pratique, formées aux différentes formations Handidance pour tout type de handicap, plus vous permettez à ces personnes d'exister et de danser. La danse leur apporte aussi cette valorisation, mais leur permet aussi de gagner en autonomie et c'est ce qui est magique. Et ce soir, sur le plateau du JT, place à la magie, aux frissons et à l'émerveillement, le Circo Hermano Suárez, présenté comme le plus grand cirque mexicain au monde, pose ses chapiteaux en Guadeloupe à partir du 6 mars au centre commercial Millénis. Un spectacle familial, spectaculaire, avec acrobatie, des cascades à moto, des numéros aériens et bien sûr des clowns. Pour en parler, nous recevons Pedro, qui est responsable de la communication. Bonsoir. Mais également sur ce plateau, il y a Eduardo, le clown pellucide. C'est ça? Très bien, bonsoir. Et Giovanni, le jongleur. Bonsoir. Alors, je crois que Pedro va donc assurer la traduction pour les personnes sur le plateau. Première question, présentez-nous ce cirque. Qu'est-ce qui fait sa réputation internationale? Alors, tout d'abord, avant même de présenter le cirque, je voulais juste rectifier quelque chose. C'est qu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas encore débuté. Alors oui, il y a des affiches partout qui disaient qu'on allait commencer le 6 mars. Malheureusement, on a eu des petits soucis et on n'a pas pu commencer. Donc, on va commencer officiellement demain. Donc, demain mercredi, ça sera le 11 mars éventuellement. Voilà, on attend tout le monde. On rappelle que toutes les personnes qui ont déjà pu acquérir leur ticket, elles peuvent venir avec leur ticket qu'ils ont acheté pour le 6 mars. Donc voilà, ça a été une aventure. On devait être initialement au Vélodrome, finalement on est au centre commercial de Millénis, mais en tout cas on est là avec une joie et une bonne humeur et on vous attend nombreuses. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait la renommée du cirque Suárez? Déjà parce que c'est la 5e génération de la famille Suárez. C'est ça, en relisant mes recherches, 1872? C'est ça, 1872, donc c'est une grande famille, la famille Suárez, et en fait c'est le cirque mexicain le plus grand au monde. Donc ce qui est magnifique et ce qu'on veut apporter à notre venue en Guadeloupe, alors que la dernière fois qu'on était venu, c'était en 2019. Ça fait la 4e fois qu'on vient. On était venu en 2003, 2007, 2019 et maintenant en 2026. On a voulu faire une édition, une tournée où on va mettre en avant le plus Mexique. Et le Mexique, quand on parle de Mexique, c'est vrai qu'on a la tendance à penser aux tacos, à la culture culinaire, mais également aux mariachis. Donc on va se centrer, cette fois-ci, notre spectacle se centre sur les mariachis, les serenata qu'on dit en espagnol. Et vous allez pouvoir découvrir ces mariachis directement au cirque Suárez. Et en plus de cela, on a l'un des clowns les plus connus au monde qui s'appelle Pelucín Junior, qui est un clown incroyable qui nous vient du Pérou. Et on a notre jongleur qui nous vient du Mexique, Giovanni, également, qui nous offre un spectacle vraiment spectaculaire.
Alors évidemment, pas de cirque sans clown, entre autres, on va dire. Est-ce qu'il y a une spécificité du cirque, je vais dire, mexicain ou du clown mexicain, ou alors c'est ce qu'on voit d'habitude partout ailleurs? Quelle est la spécificité vraiment avec ce clown de renommée internationale qu'on a la chance d'avoir en Guadeloupe? Alors lui il est péruvien, hein, oui. D'accord, donc il n'est pas mexicain. C'est vrai que nous, notre cirque est réputé d'avoir l'un des plus grands artistes entre guillemets du monde, hein, oui. Qui nous viennent, on a des artistes qui nous viennent du Pérou, du Mexique, de la Colombie, des États-Unis. On a vraiment une forte variété. Puis on va lui demander justement, il va répondre en espagnol, je vais traduire. Pregunta el señor que ¿qué es lo que hace la reputación de tú como payaso, del hecho de ser uno de los payasos más conocidos del mundo? ¿Qué te hizo hacer esa reputación? Pues es una carga muy grande porque pues definitivamente, como dicen, la cara del circo es el payaso. Alors il dit que c'est une charge très grande, et c'est vrai qu'on a tendance à dire le visage du cirque c'est le clown. Pero esto se trabaja en conjunto, no solamente es el payaso, sino todos los artistas. Y pues como el Circo Hermano Suárez tiene una trayectoria de muchos años, está dedicado y enfocado a lo que es el arte circense y espectáculo. Entonces es un espectáculo para toda la familia que le va a encantar. Il a dit que c'est pas uniquement le clown, c'est toute une famille de cirque qui travaille ensemble, qui donne cette beauté donc à ce spectacle circassien, et justement qu'on propose depuis des générations avec le Cirque Suárez. Et que c'est un spectacle qui convient à toute la famille et au plus grand nombre également. C'est ça. Sur l'affiche, on voit des motos acrobatiques, des numéros aériens impressionnants. Concrètement, qu'est-ce que le public guadeloupéen va découvrir pour cette session? Je crois qu'on a le jongleur Giovanni également qui est là. Qu'est-ce qu'on va découvrir réellement sur cette saison? Alors, on va découvrir beaucoup d'artistes. On a donc la possibilité, on a donc sur cette tournée, donc comme je vous l'ai dit, on a le jongleur, on a le clown, on a également des contorsionnistes, on a des el trapecio, les trapèzes, les trapézistes, on aura le globe de la mort, donc c'est le globe avec des motos qui vont à l'intérieur et qui tournent. C'est un numéro très apprécié. La sfera giratoria, el péndulo. Le pendule magique, c'est des personnes qui girent sur un pendule, et justement je profite que Giovanni est là, comme ça on va lui poser la question que éventuellement comme artiste, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jongleur, hein? ¿Qué nos espera justamente a través de tu espectáculo como malabarista en el Circo Los Hermanos Suárez? Bueno, creo que el espectáculo en general es un espectáculo muy bonito y familiar, en el que los estamos invitando todos los días. Tenemos sus espectáculos, lo vamos a estar esperando. El malabar les va a transmitir mucha emoción. Van a ver cosas que no se ven muy seguido en los malabares, equilibrios, unos aparatos muy grandes. Se van a divertir mucho. Donc voilà, donc il disait que lui, en tant qu'artiste et en tant que jongleur, voilà, excusez-moi, entre l'espagnol et le français. En tant que jongleur, vous allez voir un spectacle magique, hein, franchement. C'est vrai que c'est un jongleur professionnel qui a fait des études, justement. C'est vrai que c'est des choses un peu, c'est des parcours qui ne sont pas forcément similaires. Par exemple, Pelocine, lui, il a grandi dans cette famille. Son père était clown, donc il a grandi dans cela. Il n'a pas de formation spécifique, mais lui, par exemple, il a étudié, il a vraiment fait une formation, il a fait une licence, il a fait un master de circassien. Donc c'est un professionnel qui vous propose un spectacle tout à fait professionnel, et qui l'espère, à travers son spectacle, peut engendrer de la magie et du plaisir aux nombreuses personnes qui viendront au Cirque Suárez. Justement, pour tous les deux, on en a parlé. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement que ressentent les familles qui vont venir? On a entendu parler d'émotions. C'est vrai que c'est une approche très, très belle de l'exercice. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que les familles repartent, les enfants aussi? Bien souvent, le premier spectacle que l'on voit en France est un spectacle de cirque. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vraiment qu'on retienne en venant voir leur numéro respectif? ¿Qué emoción ustedes quieren generar a las personas cuando van
al circo? ¿Qué emoción quieren transmitir ustedes? El único tema es que nosotros no queremos que genere, porque ya las personas ya lo generan cuando apenas llegan desde el circo. Entonces llegan al circo, ven la carpa gigante, la sensación familiar del trato que se le da a las personas, ya sienten mucha energía positiva y el espectáculo sale inolvidable para la gente que llega al circo. Alors pour Pelusine, il dit que les personnes, dès l'entrée du cirque, on sent que les personnes sont à l'aise, sont contentes, parce que le fait de voir un chapiteau, de voir un cirque qui n'est pas peut-être habituel tout le temps dans des endroits comme la Guadeloupe éventuellement, on sent déjà la joie, la bonne humeur de la personne, donc on sent qu'il y a déjà un travail de fait grâce à la forme du cirque juste en amont. Et eux, ils adorent ça en fait, de déjà voir les gens qui viennent y qui sont heureux. La misma pregunta te hago a ti. Sí, que también despierta una cierta nostalgia. Yo creo que muchos papás o abuelos vinieron al Circo Hermano Suárez cuando eran niños y tener la oportunidad de llevar a tu hijo o a tu familia a ver algo que tú viste hace muchos años, como que genera ahí algo muy bonito en la gente, que cuando llega igual ve un edificio que no existía, lleno de color, lleno de luces, pues es mucha emoción la que... Alors lui, il part un peu sur la nostalgie. C'est vrai que le Cirque Suarez est déjà venu depuis 2003, je le rappelle, en Guadeloupe, et qu'il sent que cette magie de pouvoir transmettre, peut-être qu'il y a des parents qui vont venir emmener leurs enfants qui eux-mêmes étaient petits quand ils sont venus en 2003, et juste ça, ils trouvent ça magnifique de pouvoir par les générations transmettre cette émotion, cette magie du cirque. Pour préciser ma question, derrière, il y avait le clown, par exemple. On pense que c'est faire rire, mais bien souvent, c'est un vrai travail d'artiste aussi et d'interprète. Et c'est en ça que je pose la question, est-ce qu'il aborde aussi sa pratique comme ça pour le clown, par exemple, et la même chose pour Giovanni? Ok, dans le sens où comment il fait pour faire rire ou... Non, en tant qu'artiste, au-delà du rire, parce qu'on pense que c'est souvent le rire, il y a bien autre chose derrière le clown, comme des fois des vrais moments d'émotion, de tristesse, de nostalgie, de peur aussi. Comment est-ce qu'il aborde cela en tant que clown, puisqu'on a cette perspective juste du rire, et je sais que c'est bien plus large que ça. Él pregunta cómo hace un payaso para todos los días hacer reír, sabiendo que un ser humano tiene diferentes emociones. A veces estás de pronto triste, estás enojado, ¿cómo haces para aguantar eso? Es lo que digo, el payaso y el circo es como un conjunto de sentimientos. Es algo que no puedo explicar, pero ya de por sí el profesionalismo, el amar a este arte te lleva a dejar los problemas al lado y pues continuar con el espectáculo, porque es algo que se merece el público. Alors lui, il dit que c'est ça déjà un professionnel, c'est de pouvoir se focaliser sur son travail quand on est... donc déjà, il aime ce qu'il fait, c'est une chose très importante. Et le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est se focaliser sur le fait que quand on donne un spectacle et quand on est dans ce personnage, qu'on le puisse l'interpréter 100% avec cœur, avec âme, et d'oublier toutes les autres émotions qu'on peut avoir sur le moment. Des problèmes, tous les autres problèmes qu'on peut avoir à l'extérieur. Même question pour Giovanni. La misma pregunta para ti, ¿cómo haces de que de pronto con tus problemas que tienes al lado, tu cotidiano, te puedas tener un foco y no perderte o hacer... Claro, pues yo creo que todos los artistas sabemos que a partir de la cortina hacia el escenario somos otra persona. El Giovanni persona se queda atrás y entra el Giovanni artista a dar lo mejor de sí para que el público lo pueda disfrutar. Y también, al mismo tiempo de que tú haces que la gente disfrute, el recibir el aplauso también nos hace disfrutar a nosotros. Y casi siempre hay una complicidad entre el artista y el público. Porque cuando tú buscas un elemento, un ejercicio para generar una emoción y recibes la respuesta del público, obviamente es como un ping-pong. O sea, tú les das y recibes también del público. Et donc lui, il dit, il rejoint un peu ce que disait Pelusine, c'est que quand on rentre
pour travailler, quand on est sur le point de faire un spectacle, on oublie le Giovanni, la personne, et on devient Giovanni l'artiste. Et il sent une complicité parce que pour lui, ça lui génère de la satisfaction, du bien-être, de savoir que les gens sont en train de profiter, qu'ils regardent lors des regards qu'ils voient sur les personnes, les applaudissements également. Donc ils se sentent contents, satisfaits de pouvoir donner un spectacle que les gens sentent heureux. Écoutez, ce sera donc du 6 mars du 11 mars au 6 mai du coup 2026 du côté du centre commercial Millénis. Les réservations peuvent se faire en ligne au www.circosuarez.com. Et également les personnes, vous l'avez précisé, qui ont déjà leur ticket pourront assister donc à ce cirque dès demain. S'il fallait rajouter quelque chose pour tous nos téléspectateurs qui prennent la décision de devenir nombreux assister à ce spectacle, vous leur diriez quoi? Alors je leur dirais déjà que on a un Instagram, on a un Facebook, c'est Circo Hermano Suarez, vous pouvez y aller. Et n'oubliez pas que le cirque, c'est l'un des endroits où on peut accueillir un enfant de 2-3 ans jusqu'à une personne qui a 90 ans, qui a 80 ans, et on sait qu'on transmet toujours cette même magie, cette même nostalgie, comme le disait Giovanni. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.